Est-ce déjà déclamer un cliché que de voir la Suisse comme l'horloge du monde? Aucun pays ne semble en effet mieux incarner le temps, qui passe ou qui coule. On le trouve au sommet des Alpes, il glace, parfois il roule. Nation riche et prospère, ce cœur de l'Europe imprime une cadence régulière. On connaît sa neutralité singulière, on sait sa paix, légendaire. Mais aujourd'hui, la Suisse en veut plus, et en football, sa constance frustre, car le terrain des émotions a ceci de rare. Ici, la patience vaut moins que la passion. Cet été donc, l'horloge souhaitera se dérégler, le métronome veut s'emballer. L'heure arrive, est-il temps de vivre un moment fou? Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour le 5e épisode de retour. Alors on a parlé le week-end dernier du Pays de Galles qui vaut vraiment le coup d'œil. Après avoir lancé la série du côté de l'Italie et poursuivi en terre turque, on boucle ce matin le groupe A en analysant la Suisse, une habituée des tournois majeurs, qui a donc obtenu son billet pour l'Euro 2020, non sans mal. Seulement 3ème à 2 journées de la fin des phases de qualif, derrière le Danemark et l'Irlande, la Nati a fini fort et termine même première du groupe, mais le bilan est contrasté. On retiendra peut-être les 3 réalisations de l'invité surprise Cédric Itten, dont celle-ci absolument cruciale face à la Géorgie. On notera quelques séquences de jeu particulièrement abouties, à l'image du but de Fabian Schär à Dublin début septembre. On regrettera en revanche une tendance à craquer en fin de rencontre, contre le Danemark à Copenhague déjà, contre le Danemark à Bâle surtout, où les Suisses menant 3-0 à 5 minutes du terme concèdent finalement le match nul. À l'heure des comptes, l'objectif est atteint, c'est l'essentiel, mais le parcours suisse n'est pas particulièrement rassurant, et c'est peut-être à l'image d'une sélection qui a rarement réussi à emballer totalement ses supporters. Parce que si la Nati n'a jamais été aussi performante qu'au XXIe siècle, qualifiée pour toutes les Coupes du Monde depuis 2006, présente aux Euros 2004, 2008 et 2016, si la tendance est celle d'une vraie montée en puissance, on rappelle que depuis 2014, les Suisses ont rallié à chaque fois les 8ème de finale, l'élément constant reste la déception croissante de ne pas franchir un tour à élimination directe. C'est quelque chose après tout que la Suisse n'a réussi qu'une fois dans son histoire lors de la Coupe du Monde 1938 face à l'Allemagne nazie, avant de tomber contre la Hongrie finaliste de l'édition. En 2014, ce coup de poignard, signé Di Maria, au bout des prolongations, brise le rêve d'une nation. En 2016, c'est au tir au but que les hommes de Petkovic s'inclinent face à la Pologne, avant 7 désillusions suédoises en Russie. Voilà, pour tous les Suisses que j'ai interrogés, l'incapacité à franchir les 8ème de finale, c'est vraiment l'élément saillant, et ça traduit d'une part à quel point ce pays a progressé footballistiquement. Avant le 21e siècle, les considérations étaient totalement différentes. En même temps, on comprend aussi la frustration qui est nourrie, quelque part, par les exploits que les Suisses sont capables de réaliser. Battre en poule l'Espagne, future championne du monde, en 2016 et en 2018, tenir tête à la France puis le Brésil. Plus récemment, en Ligue des Nations, on a ce succès renversant contre la Belgique, 5-2. La Suisse est devenue un vrai pays de football, brille même ponctuellement. Il reste juste donc à franchir un palier. Et dans cette optique, Vladimir Petkovic a adopté récemment une approche résolument protagoniste. Son équipe passant de 55% de possession sur l'année 2018 à plus de 60% aujourd'hui, trouvant également son bonheur dans un système à 3 défenseurs, dont on a vu plusieurs variantes, mais qui constituent l'immense majorité des modèles pratiqués en 2019. Il y a plus de prise de risque, et on a vu sur la phase de qualif que la Suisse le paye parfois cher, mais la qualité de sa ligne défensive reste un atout clé. Tout commence bien sûr avec Jan Sommer, peut-être le meilleur gardien de Bundesliga cette saison, ou en tout cas dans le top 3, étincelant à Gladbach, décisif sur sa ligne, quelques rares moments de flottement qui nuancent l'impression générale, comme contre Başakşehir en Europa League, mais on est sévère, il est un vrai point fort de la Nati. Derrière lui, on pourrait logiquement s'attendre à voir Roman Bürki, titulaire à Dortmund, mais devancé par Sommer en sélection, il a préféré se mettre à l'écart du groupe et n'a pas été appelé depuis la Coupe du Monde 2018. C'est donc Jonas Omlin du FC Bâle et Yvon Mvogo, doublure de Goulashi à Leipzig, qui seront les suppléants de Sommer. Devant lui ensuite, on aura très certainement Manuel Akanji, pas sa meilleure saison à Dortmund, à l'image d'une défense friable, mais il reste indiscutable aux yeux de Petkovic, et est un relanceur de qualité essentiel dans un système qu'il place donc aux côtés de Nico Elvedi. Précieux à Gladbach, et à 23 ans, un vrai bel espoir suisse évalué à 35 millions d'euros sur Transfermarkt, comme Akanji, qui est d'un an son aîné. Et puis à droite, le plus expérimenté Fabian Schär, a brillé à Newcastle l'an dernier et complète une belle ligne de 3. On pourrait retrouver sur le banc Eray Komert.
Donc c'est plutôt intéressant dans l'axe, c'est moins rassurant en revanche sur les côtés. Et là c'est peut-être davantage une question d'animation et de repère que de valeur absolue. Certes, la carrière de Ricardo Rodriguez n'a pas connu la trajectoire qu'on aurait imaginé lorsqu'il brillait à Wolfsburg en 2014-2015, et il a du mal à obtenir du temps de jeu à Milan, mais dur d'estimer qu'il est un vrai point faible de la sélection suisse. De l'autre côté, Kevin Mbabou s'était fait remarquer du côté d'IB, notamment en Ligue des Champions, et après une première partie de saison disputée quasi intégralement sur le banc, il retrouve progressivement du temps de jeu à Wolfsburg. Il sera en concurrence avec le serviteur éternel et capitaine lorsque titulaire Stefan Lichtsteiner, 36 ans, et 15 apparitions en Bundesliga cette saison pour Augsbourg. À gauche, Loris Benito de Bordeaux n'impressionne guère, mais joue presque tous les matchs. Dans l'entrejeu ensuite, c'est plus fourni. On a parlé à de nombreuses reprises du talentueux Denis Zakaria, que j'aime beaucoup, qui continue de progresser à Gladbach, qui a que 23 ans, mais déjà 28 caps, top joueur. Il est la seconde moitié de la fameuse paire Chakaria, épaulé donc par Granit Xhaka, qui retrouve quelques couleurs sous Arteta à Arsenal, et c'est un homme fort du jeu de possession que souhaite implémenter Petkovic. Pas tout à fait les mêmes qualités que Zakaria, un peu plus box-to-box, mais la carrière de Djibril Sow prend une trajectoire similaire. Il s'est imposé à Francfort cette saison, certes l'Eintracht est moins performant que l'an passé. Enfin, la cote de Remo Freuler a explosé en parallèle de celle de son club. Il n'est pas un titulaire indiscutable de l'Atalanta, mais il démarre un match sur deux à peu près et joue toujours au moins une demi-heure. On l'a vu choisi à chaque fois contre Manchester City par exemple. Alors ensuite se pose une question fondamentale qui fait débat en Suisse et qui va continuer à être un point de contention majeur sans aucun doute sur les mois à venir. Que faire de Xherdan Shaqiri, qui a préféré ne pas disputer les phases de qualif de l'Euro pour se concentrer sur Liverpool, mais son faible temps de jeu chez les Reds interroge forcément. A-t-il la tête à la sélection? Sera-t-il en jambes? Ou le faire jouer aussi? Et alors j'ai imaginé ici un système qui lui ferait la part belle au cœur du jeu, mais le poste d'ailier droit est peut-être plus probable, à moins qu'il ne soit pas appelé du tout. Dans un bon jour, ça reste bien sûr un détonateur formidable et on n'est pas sûr que la Suisse puisse véritablement s'en priver, mais en même temps 250 minutes de temps de jeu, toutes compétitions confondues en 2019, c'est presque une saison blanche. Devant Shaqiri ensuite, ou sur la même ligne, si le 3-4-1-2 devient 3-4-3, on retrouvera a priori Brel Mbolo, pas encore très régulier, mais qui compte 6 buts en Bundesliga cette saison. À ses côtés, Haris Seferovic n'est pas le chouchou du public suisse, et sa saison actuelle est particulièrement décevante, surtout lorsque comparée à la précédente. On pourrait voir ensuite Noah Okafor ou Ruben Vargas. Cédric Itten, lui, devrait être de la partie. Décisif à Saint-Gall, le leader surprise du championnat suisse, très bon jeu de tête et a marqué des points aux yeux de Petkovic grâce à son but crucial contre la Géorgie. C'est un effectif somme toute plus que correct, assez séduisant avec quelques réserves bien sûr sur le secteur offensif qu'il faudra vite clarifier car dans ce groupe A qu'on commence à bien connaître maintenant, la Suisse va avoir du boulot. L'Italie part nettement favorite, comme l'a expliqué Vladimir Petkovic dans la foulée du tirage. Le Pays de Galles, premier adversaire de la compétition le 13 juin à 15h, comme la Turquie en clôture du groupe, seront eux des rivaux coriaces. Et c'est une donnée qu'on vérifie effectivement chez les bookmakers. Alors du côté de mon partenaire unibet.fr, la cote pour que la Suisse remporte son groupe est à 5, c'est un poil moins que la Turquie à 6,50 ou le Pays de Galles à 7, mais c'est bien loin de l'Italie à 1,50 et ça exprime à quel point ce groupe sera disputé. Alors personnellement, j'ai peut-être un peu peur que les Suisses souffrent d'un déficit d'envie. On a parlé ces dernières semaines de la nouvelle génération turque, pareil du côté du Pays de Galles, on a évoqué la faim et le désir extraordinaire qui animent ces sélections. Quand je regarde la Suisse, je vois un groupe qui a très peu bougé depuis 2018. On a conservé grosso modo les mêmes tauliers, la même ossature, en tout cas pour l'instant. Le doute qui entoure la participation de Shaqiri aussi, mais en même temps la quasi-impossibilité de s'en passer, pour moi c'est pas un très bon signe. Voilà, je pense que Petkovic serait inspiré d'injecter peut-être encore plus de sang neuf dans sa liste. C'est bien d'avoir une certaine continuité, c'est bien d'avoir de l'expérience, mais sur un mandat qui dure maintenant depuis 6 ans, je pense qu'une des clés, c'est aussi de réussir à créer des conditions assez stimulantes pour que le vestiaire dans son ensemble se tire vers le haut. Donc voilà, il y a des motifs d'espoir quand on voit certains joueurs appelés sur les dernières rencontres de phase de qualif. On aura plus de réponses de manière générale quand on connaîtra précisément la liste des 23 convoqués. L'autre point d'interrogation peut-être dans ce groupe, c'est le parcours que va effectuer la Suisse. Alors en commençant à Bakou contre le Pays de Galles, avant de s'envoler pour Rome pour jouer l'Italie, et puis de revenir à Bakou pour jouer là la Turquie. C'est un enchaînement de vols qui va rendre le temps de récupération un petit peu plus compliqué. Personne dans ce groupe ne subit ce scénario précis, Bakou, Rome, Bakou. C'est un petit peu le désavantage avec le fait de jouer l'Italie lors de la seconde journée. Après, il faut aussi tempérer les inquiétudes. On a quand même des joueurs très performants, confirmés, qui ont prouvé
en 2014, 2016 et 2018 qu'ils étaient capables de s'extraire de groupe relevés là aussi d'atteindre les huitièmes de finale. Je vois aussi la Suisse, par exemple, défensivement plus solide que les Gallois. Offensivement, c'est vrai que c'est pas flamboyant, mais la Turquie souffre aussi dans ce secteur. Je vous invite à voir ou revoir leurs épisodes respectifs pour vous en convaincre. Et je vais pas spoiler mes pronos précédents sur ces vidéos, mais si on estime que 3 sélections ont de bonnes chances de rallier les huitièmes, on rappelle que pour l'Euro 2020, sur les 6 groupes, les 4 meilleurs troisièmes se qualifient, et bah on peut penser que la Suisse en fera partie au moins dans les 3 premiers de ce groupe A, et j'espère même les voir aller un peu plus loin. En tout cas, voilà les amis, c'est la fin de ce 5e épisode de retour et j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Et puis, si c'est pas encore le cas, vous pouvez bien sûr aussi vous abonner à la chaîne, ça m'encourage énormément. J'en profite également pour remercier mon ami Elias, je vous avais déjà parlé de sa chaîne il y a un petit moment et je la mettrai en description, mais il m'a bien aidé à comprendre le contexte de sa Nati. Un grand merci également à Axel du compte Twitter Hop Suisse qui m'avait contacté pour l'épisode d'Objectif Coupe du Monde il y a 2 ans et qui a encore une fois été très sympa, très disponible cette année. Et puis merci à Victorien, merci à Johan, merci à tous ceux avec lesquels j'ai pu discuter sur Twitter de la Suisse. Cet épisode est aussi un peu le vôtre. De notre côté, on se retrouve maintenant dès lundi pour la preview de cette formidable semaine de Ligue des Champions qui s'annonce, qu'on analysera bien sûr mercredi matin et jeudi matin. 6e épisode de retour samedi prochain aussi, voilà, ça va être très très chargé, mais j'ai hâte. C'est franchement pour moi la meilleure période de l'année, le retour de la Ligue des Champions, quelque chose que j'attends avec impatience et on va vivre ça ensemble. Donc d'ici là, passez comme d'habitude une très bonne journée, une excellente soirée et un super week-end. Prenez soin de vous surtout. Bisous.